C'est une ville moderne de plus d'1 million d'habitants, entourée par 2 géants. Le fleuve le plus long du monde et la plus grande forêt de la planète. Dès 5h30 du matin, il fait déjà 30 degrés. C'est dans cette chaleur étouffante que Patrick débarque après 24 heures de voyage. Obrigado. Dans ce pays du bout du monde, il ne connaît qu'un seul mot. Obrigado. Obrigado, merci en portugais. Sur ce bout de papier, il est indiqué qu'il doit prendre un bateau. Bon. Mais le français est perdu. Le taxi l'a pourtant déposé à 15 mètres de l'entrée du port. Mais il pense que le chauffeur s'est trompé et que l'entrée se trouve beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut prendre un bus. Reste à se faire comprendre. Para ir a Camara, bateau porto aeroporto. Mais ce n'est pas gagné. Ah, bon. Mais bateau. Bateau, donc pas bon. Pas bon. Non. Alors que l'entrée est sous son nez, il n'arrive toujours pas à s'orienter. Para ir a Camara. Ah, obrigado. Le français ne connaît pas sa destination finale. Il sait juste qu'il doit se rendre dans un petit village de l'autre côté de cette baie. L'homme a peur de l'inconnu, car c'est loin d'être un aventurier. Je suis jamais sorti d'Europe, c'est la première fois. La première fois que je vais aussi loin, 12 heures d'avion, je l'avais jamais fait. J'avais fait, je crois, au maximum 2 heures, quoi. 2 heures d'affilée. Patrick Portatu, 34 ans, en couple, sans enfant, est agriculteur près de Pau. Le Béarnais n'a jamais le temps de voyager. Entre ses dizaines d'hectares de céréales et ses 200 vaches, il y a du travail en permanence sur sa ferme ultramoderne. Toute l'exploitation est régie par l'électronique et la mécanique, comme cette machine qui mélange les céréales et la paille. Ensuite, l'alimentation, dosée au gramme près, est distribuée avec un tracteur à la pointe de la technologie. Oui, c'est ma petite Rolls, oui, c'est le tracteur dernier cri avec l'écran tactile là, qui regroupe un peu toutes les fonctions du tracteur. Ouais. Et sa petite Rolls à 85 000 €, il y passe 8 heures par jour. Alors le confort doit être total. Un tracteur sans climatisation, aujourd'hui, moi je ne le prends plus. Hein. De toute façon, il y a l'autoradio, la clim, le frigo, il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. Patrick gère 75 reproductrices, toutes inséminées artificiellement. Grâce à l'informatique, il suit précisément leur gestation. Là, je vais consulter mon logiciel du troupeau. Ce logiciel le prévient quand les vaches sont à terme. La technologie permet à Patrick de s'occuper de sa ferme quasiment tout seul. Il n'a qu'un ouvrier à mi-temps. Autant dire que l'éleveur ne chôme pas. Mais je travaille, allez, grosso modo, 70 à 80 heures par semaine, voire jusqu'à 100 heures pendant les grosses périodes de travaux. Bon, après, je me prélève 1 000 € donc, par mois. Pas de quoi faire de folie. Tout juste quelques sorties entre copains. C'est le bout en train de l'équipe. Chez Patrick, on est paysan depuis 6 générations. Et tu es là? Oh. Ça va? Il mange tous les jours avec ses parents qui vivent sur la ferme. T'es rasé aujourd'hui? Hein? Patrick a repris leur exploitation quand ils se sont mis à la retraite. Ça va? Impeccable. T'as bien dormi? Ouais, très bien, très bien. Ça a été toujours de père en fils depuis longtemps et on aimerait que ça continue. Eh bien, pour l'instant, c'est bien parti quand même. Oui, pour l'instant, c'est bien parti. Ouais. Santé, hein? Attaché à son indépendance et à son petit confort, l'agriculteur moderne ne vit pas à la ferme. Salut, ça va? Mais au village, dans un appartement. Il y a 5 mois, il a rencontré Nathalie, 29 ans, conseillère agricole. Ils ne vivent pas encore ensemble, mais ils ne se quittent plus.
Malgré cet amour naissant, Patrick a accepté de partir 15 jours, exercer son métier dans un pays inconnu. Mais où c'est qu'il va? En Australie. Ah, il va y aller, il va y aller. Là, il part pour l'année. Ah, en fait, c'est le tour du monde, quoi. Perdu. Venezuela. Il revient. Ah, là, c'est sûr. Oula, Brésil, alors il y a de quoi visiter. Mais pour moi, c'est une bonne surprise. Hein. Mais il y a de très gros tracteurs au Brésil, par endroit, non? Patrick n'a pas tort. Le Brésil est un pays moderne, mais aussi très sauvage. Et ça, Nathalie le redoute. C'est dangereux l'Amazonie quand même. Enfin, c'est la jungle quoi. Il y a des Indiens et tout. Moi, je pense que ça va être un peu comme des vacances, oui. Des vacances? Pas vraiment. Patrick va partager le rude quotidien des cow-boys brésiliens, les vaqueros. Allez Patrick, viens par là. Allez, fonce. Ah ouais, j'en ai plein les bretouilles, là. Et dire que chez moi, ils croient que je m'amuse. Ouais, je suis fatigué, oui. L'agriculteur va convoyer d'immenses troupeaux, des journées entières à cheval, bien loin du confort moelleux de son tracteur. J'ai mal aux fesses, là, hein. C'est plus le cinéma, là. Hein. Il va se retrouver face à des vaches sauvages, Sortez de là vite. au caractère imprévisible. Écartez-vous de la barrière. L'animal peut blesser ou tuer quelqu'un. Comment tu te sens? Dans ces contrées isolées du Brésil, on risque sa vie tous les jours. Mais on sait aussi s'amuser. Regarde, je te montre comment faire. De chaudes journées qui vont le marquer. Faut faire il va avoir la dose, hein. En France, on peut pas faire ça. Hein. Des conditions de travail qui risquent de lui faire regretter sa douce campagne béarnaise. Qu'est-ce que je fous, là? Patrick se posera cette question maintes fois, surtout sur le fleuve Amazone. Mais ils sont fous! Difficile d'accepter avec sa mentalité d'Européen les folies que ses enfants font pour survivre. Des émotions fortes qui vont le pousser dans ses derniers retranchements. J'ai pas envie de rester ici, non, parce que la vie est bien plus dure. Il y a des dangers au quotidien. Bisous Nathalie, j'ai dépensé pour toi constamment, quoi. Comment Patrick va-t-il s'adapter à cette vie aux codes ancestraux? Il lui faudra en tout cas une bonne dose de force et de courage s'il veut gagner le respect de ces cow-boys des tropiques. La grande ville de Belém, où il a atterri, s'éloigne. Il se dirige maintenant vers l'île de Marajo. Une île grande comme la Suisse, séparée du continent par le fleuve Amazone qui se jette dans l'Atlantique. Dans ces coins reculés, le bateau est souvent le seul moyen de se déplacer. De longs trajets abrutissants de chaleur où chacun cherche la fraîcheur comme il peut. Le navire passe par des régions sauvages et inhabitées, des zones impossibles à contrôler par l'État. À chaque fois qu'ils font ce trajet, les passagers comme Pedro ne sont pas sereins. Cette région est très dangereuse. Et il y a déjà eu des morts. Il y a des attaques de pirates. Ils ont déjà abordé le navire de cette ligne. Celui qu'on voit là. Ils l'ont arraisonné et ils ont volé les portables et l'argent des gens. Et ils ont frappé quelques passagers. Patrick ne veut pas y croire, mais tous les mois, au moins 2 bateaux se font attaquer le long du fleuve Amazone. Je me croyais dans un pays civilisé, moi, ici. Oui, il y a un bateau là-bas qui arrive. Il y a un bateau qui arrive. Une fois arrivé au port de Camara, C'est un peu la... C'est la folie ici. Hein. Ananas glacé, qui veut mes ananas? Patrick cherche Anna, une éleveuse comme lui, mais qui possède une ferme 14 fois plus grande que la sienne. Salut, Voilà. je m'appelle Anna Teresa. La fermière brésilienne annonce tout de suite la couleur. C'est un plaisir de te recevoir pour travailler dur sur l'île de Marajo. Molto duro. Ah. Patrick ne sait pas si elle dit vrai, Petit indice. mais il y a un signe qui ne trompe pas. Ah, il y a des mains de travailleuses, oui, quand même. Oui, c'est normal pour nous. C'est très normal. Allez, vamos. La ferme d'Anna se trouve à 70 km du port. Patrick pense qu'il y sera en un coup de minibus, mais il oublie une donnée importante. Au Brésil,
Les distances ne se comptent pas en kilomètres, mais en heures. Il y a déjà 1 heure de route pour rejoindre le bac, qui 15 minutes plus tard, les dépose à la ville de Soré, où ils doivent maintenant prendre une pirogue à moteur. Mais avant de monter à bord, Patrick est intrigué par un étrange équipage. Ah là, ah ça c'est unique. Hein. Ah, j'ai jamais vu ça moi. Ici, la police militaire fait ses rondes sur des mastodontes de 500 kilos. À dos de buffle la police. Ah c'est énorme. Hein. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Hein. La police ne patrouille que sur des mâles, car les femelles ne se laissent pas dompter aussi facilement. Ce n'est pas l'animal rêvé pour une course-poursuite, mais ce char d'assaut est là pour impressionner. Tu sais, un buffle peut tuer un homme. Ah ouais. Quand il est sauvage, bien sûr. Pour ces policiers, il est aussi plus pratique qu'une voiture tout-terrain pendant les 6 mois de saison des pluies. Dans les marais ou dans la boue, le buffle se déplace bien mieux que n'importe quel autre animal. C'est pour ça que la police monte des buffles. Parce qu'ici, notre région est souvent inondée. Ouais, bon. Ces colosses peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Patrick y voit surtout la promesse d'un bon gros steak. Elle est prête à manger. Enfin, celle-là, elle est super grasse, elle est prête à manger. Quoi. Chez moi, elle pourrait partir à l'abattoir. Mais il faut pas leur dire ici, je pensais. Anna et Patrick reprennent leur route vers la ferme où le Français va travailler. Il faut arriver avant la nuit, car le périple est loin d'être fini. Au Brésil, tout est plus grand. Même les rivières ont la taille d'un fleuve. Patrick se trouve même un peu trop loin de la rive. Ben, je sais à peine un peu nager. Je vais nager sur 15-20 mètres, mais là, la rive, elle est loin. Hein. Après 1 heure de barque, ce sont enfin les terres d'Anna. Le Béarnais est soulagé, il pense que c'est la fin du voyage. Il va vite déchanter. Et maintenant, on va prendre le cheval. Maintenant. Oui, maintenant. Bon. L'agriculteur, plus habitué à conduire son tracteur, n'est monté sur un cheval que 3 fois dans sa vie. Il est encore un peu hésitant. Vous vous sentez bien, Patrick? Très confiant. Très confiant. Ah, faut pas qu'il bouge. Hein. Voilà. Anna sent qu'il est tendu. C'est bien. Elle lui donne quelques petits conseils. Pour avancer, tu donnes un petit coup de pied sur son flanc. Et ne freine pas. Relâche les rênes. Oui, comme ça. Et tu fais des bisous, comme ça. Comment? Tu fais ça. Ah, ici, au doigt à l'œil. Attention, ça va démarrer. Allez, allez, allez. Patrick a intérêt à vite se mettre en selle. Ici, le cheval est le seul moyen de se déplacer. Très facile. Les voitures tout-terrain ne servent à rien sur ces terres inhospitalières. La ferme d'Anna se trouve encore à 7 km. C'est par ici, Patrick. On est enfin arrivés. La fazenda, c'est la version brésilienne du ranch américain. Anna loge dans cette grande maison de 450 mètres carrés et 7 chambres. Mais aucune n'est réservée pour Patrick. Lui, il va dormir avec les vachers. Car ici, ce n'est pas un patron de ferme, mais un employé. Et la nuit promet d'être sympathique, car la cabane des vachers se trouve juste à côté d'une machine infernale. Ça, c'est le groupe électrogène. C'est ce qui fournit l'électricité. Ah, par la luz. Une génératrice, ouais. C'est génial, ça, c'est la berceuse, ça. À ce boucan d'enfer, il faut ajouter celui de voisins pas très commodes. Les cochons. Les 4 employés d'Anna vivent au milieu de la basse-cour. Bonsoir. Je te présente Pedro. Patrick va partager la cabane en bois de Pedro, 45 ans. La visite est vite faite. Mais comment ça? Qui? Il n'y a aucun meuble.
Está aqui? Et je dors où, moi, alors? Ah, mais c'est un hamac? Ah, je vais dormir dans un hamac. Je pensais pas que je ferais la nuit dans le hamac. Hein. Ah, je vais avoir mal au dos, moi, demain matin. Lui qui a déjà du mal à dormir dans un autre lit que le sien, a peur de s'emmêler dans les ficelles. Je sens que demain matin, vous allez retrouver un gigot. Ou un rôti, je sais pas ce que vous allez retrouver, mais... Il fallait bien faire presque 13 000 km pour venir dormir là, oui. C'est impeccable, ça. C'est bien. Par contre, il fait chaud, hein? L'endroit est spartiate, mais il y a quand même un petit luxe, la douche. Et là, c'est la salle de bain. Un peu trop rustique pour Patrick. Ah, et là, c'est le bannière. Et combien de temps on reste ici Cette vie à la dure, Pedro la pratique 6 jours par semaine chez Anna. À part ses quelques affaires, son bien le plus précieux, c'est ce grand couteau. Et pourquoi? C'est pour tuer les mouches la nuit? Ouh là là. C'est pour les mouches? Non, on s'en sert pour notre travail à la ferme. Par exemple, si on doit couper des branches dans la forêt. Chez moi, j'ai un petit opinel. Pedro se lève à 5 heures. 5 heures. Il va prendre son café et après, il va traire les vaches. D'accord. Bon, ça fait tôt, ça. Ok. Bonne nuit. À demain. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain, la journée va être forte en émotions. J'ai trouvé le trou. Et dans sa drôle de couchette, bonne nuit. Avec ses bruyants voisins, la nuit risque d'être compliquée. L'éleveur émerge d'une courte nuit. J'ai dû dormir, je pense, 3 heures, 3-4 heures. Donc, c'est pas énorme, mais je m'attendais à pire. Parce que dès qu'on bouge là-dedans, enfin, voilà, ça balance pendant un quart d'heure. Et non, et puis il y a le groupe électrogène à côté qui fait beaucoup de bruit. Dommage pour lui, car le reste de sa journée s'annonce sportif. La matinée commence par une tâche commune aux fermiers du monde entier, la traite des vaches. Ou plutôt, des buffles. Des bêtes que Patrick ne connaît pas du tout. Non, je n'ai pas spécialement peur. Elles ont l'air gentilles. Contrairement à ce qu'il pense, la traite de ce matin va lui donner du fil à retordre. Car ces buffles aux cornes impressionnantes n'ont rien de commun avec ces vaches béarnaises. En France, les animaux de Patrick sortent rarement de leur étable. Elles ne ressentent pas trop le besoin de sortir. Certaines vaches, elles ont la barrière ouverte tout l'été pour partir à la pâture. Mais comme elles ne sont pas habituées à sortir, elles ne la franchissent jamais, la barrière. C'est des vaches d'appartement. Si on peut dire. Ouais, c'est des vaches d'intérieur. Le Français n'a rien à craindre de ces blondes d'Aquitaine, douces et placides. C'est des nounours, c'est des gros nounours. Hein. Il y en a une qui est peut-être un peu jalouse à côté. C'est sa façon de me dire bonjour. Ah ben, elles vont me manquer, oui, c'est sûr, oui. Et il ne sait pas encore à quel point. Au Brésil, dans la ferme d'Anna, les buffles sont bien plus nerveux. Patrick n'a jamais vu une telle agressivité. Regarde là-bas, ce buffle est très énervé. Attention, attention. Les femelles sont en position d'attaque. Rogerio, un vacher, attrape la plus menaçante. Il l'attache à une barrière, mais la masse de 400 kilos panique. À tout moment, Rogerio risque de se prendre un coup de patte. Et c'est beaucoup moins docile qu'une vache de chez moi, quoi. Hein. C'est des animaux beaucoup plus sauvages, quand même. Une fois la vache rebelle mise à l'écart, les autres rentrent dans le rang. Mais tout le monde reste sur ses gardes.
Si une vache attaque, tu cours vers la barrière. Les vachers l'attendent maintenant au tournant. Ici, pas de machine, la traite se fait à la main. Tous sont surpris. Ils avaient oublié que Patrick aussi est un fermier. Je vais dire à la patronne de l'engager pour qu'il reste traire les vaches avec nous. Mais il sait y faire. Il traite mieux que certains vaqueros de Marajo. Il fait ça très bien. Devant ce système à l'ancienne, Patrick reprend sa casquette de patron. Pour lui, la traite pourrait se faire beaucoup plus vite. Si j'étais producteur de lait, j'aurais une machine à traire. À la main, traire ces 30 vaches prend environ 3 heures. Si Anna installait une treilleuse électrique, ils en auraient seulement pour 10 minutes. En attendant, il prend son temps. Ah, ça se passe très bien avec Paloma, on pourrait faire longue route tous les deux. Le Français commence à comprendre que les vaqueros mènent une vie dure et parfois même dangereuse. Quand les ancêtres d'Anna se sont installés sur l'île de Marajo, il y a plus d'un siècle, ils possédaient près de 45 000 hectares, 4 fois la surface de Paris. Anna a hérité de cette ferme, considérée comme très petite dans la région. Mais elle est tout de même 14 fois plus grande que celle de Patrick. Les animaux y vivent en quasi-liberté. Il n'est pas rare qu'ils se mélangent avec les bêtes du voisin. Pour les différencier, Allez les gars, au travail, on y va. les buffles sont marqués au fer rouge. Comme ce jour-là. Les veaux ont à peine 6 semaines, mais ce sont déjà de vraies petites fusées. Cette course-poursuite va mal se terminer pour le cow-boy de gauche. Oh putain! Comment tu te sens? Bien. Du calme. Tu t'es fait mal à la tête? Oui. Tu as perdu le contrôle? Non, mon cheval est tombé dans un trou. Du calme, respire à fond. C'est juste la tête? T'as pas mal au cou? C'est un dur parce qu'il était presque sonné là maintenant et puis il dit qu'il veut continuer. Ils sont habitués à faire ce travail. Mais un accident peut toujours arriver. Et le premier hôpital, il est à quelle distance? À Soré, en ville. Mais si c'est une blessure très grave et qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'à Soré, il faut appeler un avion qui vient de Belém. Encore faut-il que le blessé ne soit pas trop mal en point. Car il faut galoper jusqu'à la ferme pour prévenir l'avion ambulance. Il est là en 20 minutes, mais ne peut atterrir qu'à 2 km de là. Encore une perte de temps, puisque pour transporter le blessé, il faut y aller en charrette. Vite remis de leurs émotions, les cow-boys attrapent un veau sans difficulté. Patrick connaît tout des vaches, mais il n'a jamais eu besoin de les mettre à terre. L'éleveur est un peu perdu. C'est bon? Non. Comment je fais? Comme ça. Ah oui? Tourne-lui la tête par ici. Là? Comme ça. Allez, vas-y. Patrick n'ose pas y aller franchement. Pourtant, pour l'étape d'après, il ne va pas falloir hésiter. Ah, il faut faire vite apparemment. À donde? Là, et comment est ça? Comme ça. Dans ce sens-là. D'abord une première brûlure avec le signe de la ferme. Ah oui, c'est bien fait? Très bien. Oui. Celui-là aussi? Le même veau? Oui, c'est ça. Putain, il va avoir la dose, hein? Ouais, vas-y, vas-y. Et maintenant, marque-le du chiffre 3. 13. Là? Oui, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Il est marqué du chiffre 3 pour 2013. Il va pas m'aimer le petit veau parce qu'avec les 3 coups de fer, les 2 coups de fer, pardon. C'est une façon à eux, quoi. Hein. Bon, non, nous, on n'en est pas là quand même. Mais on n'aurait pas le droit, nous. Hein. En France, on ne peut pas faire ça. Hein. C'est interdit, quoi.
On peut pas faire quoi? Ah ben par rapport au bien-être animal. Ah non, non, on leur met la médaille et c'est tout, quoi. Et Patrick, oui. Est-ce que tu pourrais donner un nom au veau? Parce que c'est à toi de le baptiser. Palomito. Il est donc baptisé Palomito. En France, le marquage au fer rouge est réservé aux taureaux de combat, comme les corridas. Dans ces champs immenses, les veaux engraissent vite, car l'herbe est bien grasse. Mais selon les vaqueros, ce n'est pas la seule raison. La ferme serait protégée par un vacher fantôme. Ce fantôme s'appelle Boaventura, et il faut de temps en temps lui rappeler qu'on a besoin de lui. Ce soir, le rituel a lieu dans le village voisin. Patrick accompagne l'un des vaqueros d'Anna. La cérémonie se déroule dans la cabane de Señora Rochita, la chamane locale. Elle commence par s'allumer un cigare qu'elle a confectionné elle-même avec des herbes médicinales. Le rite de la Pagelança est un mélange de christianisme et de croyances indigènes. Il permet aux esprits de s'exprimer à travers la chamane. Selon la légende, en des temps reculés, le vacher Boaventura aurait disparu mystérieusement pour réapparaître sous la forme d'un esprit qui veille sur tous les vaqueros. Petit à petit, il prend possession du corps de la chamane. Pour faciliter sa transe, Señora Rochita met le feu à un bol d'eau de vie et se frictionne avec le liquide enflammé. Une demi-heure plus tard, le fantôme contrôle le corps de la chamane et il aime beaucoup l'alcool local, la cachaça. C'est maintenant lui qui s'exprime. Ah, ça, c'est de la bonne. Plus il boit, meilleur il est. Tout ce qu'il dit est vrai. On lui demande beaucoup de protection, beaucoup d'aide. Il nous aide beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, j'avais perdu mon cheval. J'ai demandé son aide. J'ai dit « Aide-moi, aide-moi ». Et grâce à lui, j'ai retrouvé mon cheval. Oui, il nous aide. Il est allé chercher mon cheval. D'accord. Patrick semble perplexe dans cette ambiance. Mais le fantôme, qui n'a jamais reçu de vacher français, veut lui faire un cadeau. Je vais te passer un peu de ma force. Mais pour ça, il faut que tu enlèves ton t-shirt. C'est pour te passer de ma force. Le Français joue le jeu. Mais quand la chamane commence à l'enduire d'eau de vie, il s'inquiète un peu. Il va me mettre le feu, là. Non. Ici, on ne met le feu à personne. Il va faire de toi un vrai vaquero. C'est ma force que je te passe. Que Dieu te bénisse et te donne de sa force. L'agriculteur ne sait pas quoi penser de cette étrange cérémonie. Enfin, pour l'instant, je suis un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'elle avait des réactions, on aurait dit qu'elle était vraiment possédée, quoi. Donc, voilà. Pour Señora Rochita, pas de doute. La force de Boaventura ira jusque dans le Béarn si Patrick lui verse de temps en temps un petit verre d'eau de vie dans ses champs en France. Cette aventure mystique était sa dernière soirée sur l'île de Marajo.
Mais avant d'aller voir ailleurs, dans une autre région où l'attendent beaucoup de péripéties, Patrick veut montrer un bout de sa vie à Anna et ses vachers. Et il y a une première chose qui va perturber les cow-boys. Elles ne ressentent pas trop le besoin de sortir. C'est des vaches à l'intérieur. Car si Anna a déjà voyagé et connaît l'élevage à l'européenne, les vaqueros sont choqués d'apprendre que les vaches de Patrick restent enfermées la plupart du temps. Je pense que ces animaux ne sont pas heureux d'être enfermés comme ça. Parce que tous les animaux aiment la liberté. Mais moi, je pense aussi qu'une bête, elle est faite pour être à l'extérieur, quoi. Elle se débrouillerait très bien. On les garde à l'intérieur, justement, pour maîtriser tout, l'alimentation, la reproduction, et du coup, le revenu, quoi. Et en fait, ton tracteur, c'est ton cheval. Ils en rigolent, mais toute cette mécanique soulagerait bien les vaqueros. Son travail est plus facile là-bas. Et sa ferme a l'air bien plus confortable qu'ici. Ici, à Marajo, tout est encore très difficile. Dans la région, on n'est pas encore accordé au réseau électrique. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup de machines pour le moment. On est tellement isolé que même pour les livraisons d'équipements, c'est très compliqué. Anna ne renie pas la modernité, mais elle trouve que les machines éloignent Patrick de l'essentiel. Nous avons plus de travail que toi. Mais nous avons le bonheur de travailler dans la nature. Et nous sommes directement au contact des animaux. Et ça, c'est important. Mais quelque part, je retrouve plus les valeurs de mon travail dans votre travail que dans le mien. Parce que vous êtes vraiment en contact avec la nature. Et moi, je ne suis plus en contact avec la nature. Puisqu'il y a un intermédiaire, il y a la machine. Et ça, ça me manque aujourd'hui. Voilà. Félicitations pour le travail que tu fais. Dans ces fermes du bout du monde, les vachers brésiliens mènent une vie rude, mais touchent un bon salaire pour le pays. 340 € en moyenne, soit 2 fois le salaire minimum du Brésil. D'autres prennent des risques pour quelques centimes d'euros. Alors qu'il vogue vers son nouveau périple, Patrick assiste à un étrange manège sur le fleuve. Des enfants, juchés sur de petites pirogues, guettent les bateaux de passagers. Quand ils arrivent à leur hauteur, faisant fi du danger, ils n'hésitent pas à monter à l'abordage. Mais ils sont fous! Ils sont fous, hein? Équipés d'une corde et d'un grappin de fortune, ils s'accrochent aux pneus. Des risques fous pour un butin dérisoire. Une fois à bord, les enfants espèrent vendre aux passagers des fruits ou encore du poisson. Et c'est un acrobate celui qui accroche là. Hein. Ils risquent leur vie. Hein. Une fois qu'ils ont fait le tour du bateau, ils repartent. En se jetant à l'eau, bravant les remous et les hélices. Toute la journée, des dizaines d'enfants prennent d'assaut les ferries. Tous appartiennent à des familles pauvres qui vivent le long du fleuve. Comme ce petit garçon, il commence souvent très jeune. Patrick est choqué. Mais pour le pilote de sa barque, cela n'a rien d'extraordinaire. Ici en Amazonie, dès l'âge de 2 ans, tous les enfants savent nager. Ils sont capables de traverser le fleuve à la nage. C'est les parents qui leur demandent d'y aller? Souvent les parents n'ont pas de travail et ils n'ont pas de quoi survivre. Alors ils réunissent des produits locaux comme des crevettes, des bananes ou encore du manioc. Et pour vendre à coup sûr, ils attendrissent les passagers en envoyant leurs enfants. Cette petite fille a à peine 6 ans
Et elle est déjà très téméraire. Elle garde la barque pendant que ses sœurs vendent à bord. Au moment du départ, c'est elle qui saute à l'eau pour rejoindre la pirogue. Impressionné par les petites cascadeuses, Patrick a voulu leur faire plaisir en leur achetant quelques bonbons. Buongiorno. Tiens, vous êtes courageuse. Thaïs, 14 ans, Louana, 6 ans et Lydiane, 9 ans, se jettent sur les sucreries. Un petit réconfort pour les fillettes qui gagnent une misère. Tiens. Donne-moi aussi des gâteaux. Voilà. Qu'est-ce que vous vendez? Des crevettes. C'est 30 centimes. Vous faites ça pour gagner de l'argent? Pour votre famille? Et tu es consciente du danger de le faire là? Oui. Tu as peur? Non. Qui t'a appris à aborder? J'ai appris toute seule. C'est avec une pointe de fierté qu'elle mène les abordages au quotidien. Mais elle n'en reste pas moins des enfants, toujours prêtes à se chamailler. Tiens. Donne-moi des sucettes. On va se faire dévaliser ici. Hein? Et donne-les-moi. Qu'est-ce que tu veux? Et tes copains de l'autre côté, je sais pas s'ils en ont eu. Tiens, hey, regarde. Hein? Elle en a déjà eu, elle. Et je crois qu'on va tout leur donner. Oh. Donne-moi ça maintenant. Et vous partagez là, hein? Tu te prends pas tout, hein? Elles sont courageuses pour aller chercher un peu d'argent. Enfin, elles sont solidaires entre elles, ça c'est mignon. Et mais, ça c'est... Ouais, c'est choquant ouais, quand même. Ouais, si petite. L'État a complètement abandonné les habitants de cette partie de l'île de Marajo. Isolés de tout, les familles se trouvent à plusieurs heures de bateau à moteur du premier hôpital ou même de la première épicerie. Ces petites communautés vivent souvent en autarcie. Elles pêchent, font un peu de culture et cueillent des fruits de la forêt. Ici, un repas, cela se mérite. Illégal, on peut le typer? Cet homme monte justement chercher sa soupe du soir à 8 mètres de hauteur, sans aucune sécurité. Et là, comment il fait? Oh là 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 là. Il risque sa vie pour aller ramasser 3 kilos de fruits. Le fruit de ce palmier s'appelle l'açaï. Il est endémique, c'est-à-dire qu'il ne pousse qu'en Amazonie. C'est l'aliment de base de la région. Tu veux goûter? Je vais m'empoisonner, je sens. Allez, j'essaye. Ah ouais? Arrivé, hein? Non, regarde, il faut juste prendre la peau. Putain, c'est super amer. C'est avec la peau du fruit que l'on fait la soupe. Ce soir, Antonio, 48 ans, aura de quoi nourrir les 6 membres de sa famille. Putain, je me suis fait mal à la dent. C'est un bon travail. Ce n'est pas trop difficile de grimper au palmier? Non, ce n'est pas difficile. La preuve. Et il tourne et tout. Ses 2 derniers fils, Yvan, 9 ans, et Edgar, 6 ans, se débrouillent déjà comme des chefs. Lui, il est petit quand même, hein? C'est bon, tu peux redescendre. Antonio le met au défi. Et le Français ne se démonte pas. Putain, moi je suis pas habitué à marcher là, hein? Je démarre mal. Ça fait mal aux pieds. Allez, il y va. Patrick peine à se hisser au démarrage, mais il y met toutes ses forces. En fait, il faudrait que je le rentre un peu plus. Ah oui, il faut serrer. Ah oui, ça se fait tout seul. Il y a une technique. Contre toute attente, le béarnais surprend son hôte brésilien. C'est bien, tu peux descendre. Je vais enlever ça. C'est là le moins marrant. J'ai changé la peau de mes pieds ce soir. Il arrête pas de trembler. Il y a tout le village qui me regarde.
Bon, mais c'est bon. Alors, très facile. Ah bon, hein. Vous imaginez faire ça tous les jours? Ah non, pas trop, non. Non, mais c'est physique, oui. Ouais, c'est physique. Il comprend, oui. Quand on vit dans la jungle, il faut aussi savoir cohabiter avec des voisins des plus mordants. J'ai jamais vu une araignée aussi grosse. L'araignée est impressionnante, mais elle a peur du bruit. Elle saute pas, elle saute pas. Il est rare de lui marcher dessus. Par contre, la nuit, elle rentre dans les maisons et se cache dans les vêtements ou dans les hamacs. Cette araignée peut mordre. Mais surtout, si elle nous marche dessus, ça gratte. Ses poils sont urticants. Ça gratte. Une bien petite bestiole comparée à celle qu'il va rencontrer à l'autre bout du pays. Patrick reprend son voyage vers un élevage comme il n'en a jamais vu. Il a rendez-vous à 2000 km de là, dans la région du Pantanal, la plus grande zone marécageuse du monde. Tout le long de sa route, un soleil de plomb et des étangs à perte de vue. Le Français piquerait bien une tête. C'est vrai qu'avec cette chaleur, c'est tentant, hein, la petite baignade là. Mais cette eau bien fraîche est également appréciée par des prédateurs des plus féroces, des caïmans. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde là, faut pas y tomber, je crois. Hein. Mais on voit, ça frémit partout, il y en a partout, c'est impressionnant. Ah, il se fait bouffer. Il se fait bouffer, le crocodile, là, par ses congénères. Il va devoir s'y habituer. La zone en est infestée. Tellement que les locaux en ont fait leur plat régional. Aujourd'hui, les caïmans s'élèvent comme des vaches. Ouh là là, mais il y en a beaucoup, non? Enfin presque. Patrick va passer une journée dans la peau d'un éleveur de caïmans. Il est pequeños. Weber, le responsable de l'exploitation, en élève plus de 56 000. Ils ont environ 2 ans et pèsent autour de 5 kilos. Je croyais qu'ils étaient beaucoup plus jeunes, moi. C'est la taille à laquelle on les amène à l'abattoir. Ah ouais. Ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps, car après la peau est plus dure et la viande moins bonne. L'espérance de vida de un jacaré? À 70 ans. 70 ans? Ah ouais. Ils vivent très très longtemps. Ah ouais. Mais il est énorme ce morceau. Les caïmans apprécient la viande rouge bien fraîche. Patrick va leur en distribuer 750 kilos. Et chez moi, je fais les cochonailles. Alors ça me connaît. Le Français n'est pas trop dégoûté, sauf quand il faut mettre les abats dans la bétonnière pour les mélanger à des compléments alimentaires. Oh, je fais un peu la grimace, celui-là. Bon, vous faites comme ça d'habitude? Oui, on ramasse avec les mains. Allez. Ah, c'est... ça rebondit. Même si ces caïmans ne sont pas très grands... Et là, ils vont pas arriver, là, vers nous? Patrick n'est pas à l'aise. Allez, Marcel. Hop, 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 hop. Eh, doucement, toi. Petit, 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 petit. Il préfère encore affronter un buffle de 500 kilos que des centaines de petits reptiles aux dents pointues. Maintenant, c'est ton tour. Va en attraper un. En prendre un? Et vous allez me montrer comment vous faites? Ah! J'ai les gouttes qui me coulent sur le front, là. Mais ça va aller, ouais. Bon, j'ai un chopin, là, qu'on passe à autre chose. Oui, oui, tranquille, mais bon... Non, celui-là, le petit, doit pincer moins fort. Il faut le choper là, et après au ventre. Là, il peut pas... Ah oui, mais rapido, mais bon... Non, mais lui, il me connaît maintenant, il a peur. Ah, ta, 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 ta. Pas question de se laisser démonter. Patrick prend son courage à deux mains.
Quand il faut y aller, il faut y aller. Gentil, il fait pas le malin là. Hein? Ah, c'est fort quand même petit comme ça. Hein? Ouais, super fort. J'ai l'habitude de caresser des chats, mais caresser des crocodiles, pas encore. Hein? Allez. Voilà. Dans la région, l'animal pullule. Mais il y a 30 ans, chassé à outrance pour sa peau, il a bien failli disparaître. C'est maintenant une espèce protégée. Tiens, voilà un mâle. Il a 12 ans. Et ça, c'est la femelle qui en a 6. Dans la nature, il n'est pas rare de tomber nez à nez avec des bestiaux de près de 3 mètres. Même en captivité, il reste de féroces prédateurs. C'est elle qui m'a mordu. Ah ouais, ok. Et parfois, un seul moment d'inattention peut être très dangereux. L'éleveur a eu de la chance. Si cela avait été le mâle, qui mesure déjà 1,50 m, il aurait pu lui arracher le bras. 3 fois par semaine, les éleveurs prennent des risques quand il faut nettoyer le bassin. Cette fois-ci, c'est Patrick qui se trouve face aux 2 grands reptiles qui ne le lâchent pas du regard. Quand on est dans l'enclos, il y a une règle très importante à respecter. Il faut toujours balayer en étant face à eux. Ils bougent à toute vitesse et peuvent venir ici rapidement. Il faut donc faire très attention. Surtout quand on les force à se déplacer. Plus à l'aise dans l'eau, dans laquelle le caïman se déplace jusqu'à 30 km/h, il n'en reste pas moins vif sur la terre ferme. Ouais. Moi je veux bien jouer, mais il y a une limite là, non? Qu'est-ce que je fous là? Là. Bon. Excellent. Dans le caïman, rien ne se perd. Une fois la viande vendue, la tête est empaillée et la peau sert à faire des sacs à main ou des chaussures. Notre patron de ferme y voit tout de suite de jolis bénéfices. Une peau comme ça rapporte environ 100 €. Ah ouais, quand même. Ah ouais. C'est beaucoup, hein. Pour une bête qui pèse 4-5 kilos à poids vif, c'est bien commercialisé. Oui. L'agriculteur n'est pas prêt de se lancer dans l'élevage de caïmans. L'aventure qu'il va vivre maintenant va lui faire regretter sa petite vie bien tranquille en France. Au bout de cette piste, une vieille barrière de bois. Elle signale qu'on entre sur le domaine de 2 hommes de caractère. Bon dia. Bonjour, ça va? Enchanté. Cristóvão et son frère Evaristo. Bienvenue dans notre propriété. Nous sommes heureux de te recevoir. Tu vas voir, il faut être un vrai mec pour tenir le coup ici. Muito macho, ça veut dire dur. Ouais, un vrai mec. Ah, me gusta. Tant mieux, si ça ne te dérange pas de bosser. Quand Patrick voit leurs hommes de main à l'allure de cow-boy, l'éleveur se dit qu'il va devoir être à la hauteur. Et comme dans les westerns, certains ont des personnalités bien folkloriques. Benedito travaille avec nous depuis 30 ans. C'est notre gérant. La seule chose qu'il ne sait pas gérer, ce sont les femmes. Il en a 4 et je ne sais même pas comment il fait. Ça, c'est Manuel, notre voisin. Et là, voici Patricia, la fille de mon frère. C'est une bonne vachère et la reine du lasso. Là, c'est Mata Machado, ça veut dire tueur à la hache. Il est unique en son genre. Il peut boire 2 litres de cachaça par jour quand il est en ville. C'est pour ça qu'il est gros. Dans cette région, toutes les journées commencent avec une boisson de cow-boy, une boisson d'homme aux vertus énergisantes. Et ce n'est pas son seul bienfait, selon Cristóvão. Bon, maintenant c'est l'heure du guarana. Ah, mais si. Le guarana, ça rend plus fort. Ça rajeunit. Et ça améliore autre chose aussi.
C'est un Viagra naturel. Ça, j'ai compris. C'est pour ça qu'ici, tout le monde est... Ah bon, d'accord. Bon. Pour faire un bon guarana, il faut une cuillère pour 3 volumes d'eau avec un peu de sucre. Mais doucement, hein, ça se déguste comme un bon vin. La graine de guarana contient 3 fois plus de caféine qu'un grain de café. Alors mieux vaut ne pas en abuser. Mais je supporte pas déjà le café parce que ça m'accélère le palpitant. Et depuis que je l'ai pris, là, je sens que le palpitant, il y va, là. Hein. Ouais. J'allais faire un petit footing, là. J'allais faire 3 km en courant. Ou plutôt une transhumance. Une journée qui va faire date dans sa vie d'agriculteur. Patrick va convoyer avec les vaqueros 600 têtes de bétail à travers les marécages. Pour cela, il doit porter une tenue spécifique. Ce chapeau, c'est pour protéger ta calvitie. Parce que le soleil tape fort ici. C'est comme ça? Le costume prête à sourire, mais il n'a rien de folklorique. Ça va te protéger contre les coups. Si une bête t'écrase, ça amortit le choc. Et ça protège aussi des épines et des branches qui vont venir te taper les jambes. C'est important de porter ça. D'accord, ok. Même s'il flotte un peu dans son pantalon neuf, le Français s'y voit déjà. Là, ça fait le vrai vaquero. Bravo. Seulement, il y a un problème. Pour les suivre, il faut être bon cavalier. Et entre Patrick et le cheval, ce n'est toujours pas le grand amour. Mais je maîtrise pas trop, moi, tout ça. Hein. Ah, mais le cheval, je le maîtrise pas. Et là? Allez, monte. Et à qui? Oui, comme ça. Tiens-toi. Allez, c'est bon. Il va falloir qu'il tienne sur ce canasson pendant 2 jours sur près de 60 km. Une mission quasiment impossible pour un débutant qui n'a jamais fait plus d'1 heure de cheval. Peut-être qu'après, il va faire ses caprices. Non, parce que là, il va vite le voir que je ne maîtrise pas. Alors, il va m'embêter après. La journée du vaquero commence. Ces vaches très nerveuses ne se laissent pas diriger facilement. Ce sont des zébus indiens importés à la fin du XVIIIe siècle. Ah, c'est impressionnant, là. Par les colons pour leur résistance à la chaleur, car les vaches européennes ne tenaient pas le coup. Interdiction de perdre une seule vache sur la route, ok? Ah ouais. Les 8 vaqueros emmènent le troupeau jusqu'à l'autre ferme de Cristovão. Une épopée qui a lieu 2 fois par an, au début de la saison sèche. On emmène ces bêtes vers l'intérieur du Pantanal. Ah, Pantanal, c'est... Parce que les terres sont plus humides. L'herbe est meilleure là-bas à cette époque. Ici, il n'y a plus de place pour le bétail. Ce troupeau va passer la période sèche là-bas dans mon autre ferme. En janvier, on les ramènera ici. Allez! Allez! Les 600 zébus se mettent en marche, à un rythme soutenu. Patrick est rapidement à la traîne. Allez, dépêche-toi, on doit rester près du troupeau. Il faut dire qu'il est handicapé par une douleur qui touche les apprentis vaqueros à un endroit plutôt gênant. Dans 10 minutes, je fais plus le cheval, moi. Et parce que je vais être brûlé, quoi. Je suis pas habitué, hein. Mais des fesses. Eux, ils font ça tout le temps, là, comme ça, tout le temps, là. Moi, je peux pas, hein. Là, on vient de faire 10 minutes de cheval. 10 minutes de plus, moi, je pense que j'ai fini, hein. Ouais. Ça m'étonnerait que je puisse les suivre jusqu'au bout, quand même, hein. C'est bon? Ok. Mais le Béarnais est fier. Il reprend les rênes. Jusqu'à ce que son cheval, d'ordinaire plutôt placide, devienne incontrôlable. Qu'est-ce qu'il a? Mais tire sur le mort. Là. Là, merde. Dessert ta bride, Patrick. Je sais pas pourquoi il veut plus se laisser diriger, ce con, là. Allez! Allez! Allez, en avant, en avant.
Chaque vaquero contrôle une partie du troupeau. Si Patrick ne tient pas sa position, une partie des vaches pourrait s'échapper. Cristovin lui fait bien comprendre qu'il n'a pas le temps de gérer un poids mort. Allez Patrick, occupe-toi de ces vaches. Le Français, qui a l'habitude d'être son propre chef, se fait mener à la baguette. Allez Patrick, fais-les avancer. Fais-les avancer, mon sang. L'éleveur serre les dents. Hors de question de descendre de cheval. Il ne veut pas perdre la face. C'est que je vais être à la hauteur quand même. Enfin, j'essaie. Après, j'en suis loin. Le troupeau s'engage dans la zone marécageuse. Patrick ne va pas tarder à retrouver de vieux copains. Ah, il y en a tout plein de petits là. Tout plein de petits là. Là, un crocodile là devant. De jeunes caïmans. La mer n'est sûrement pas loin. Il a plu. Tu veux te baigner ici? Comment? Tu veux te jeter à l'eau? Non. Il me taquine. Tu as peur? Non, soyons vaqueros. Ah, ouais, c'est ça. Selon Cristovin, les vaches ne risquent rien. Le bruit du troupeau dans l'eau effraie les caïmans. Quant aux hommes, tant qu'ils restent sur les chevaux, ils sont en sécurité. Mais Patrick n'est pas très rassuré. L'eau ne cesse de monter. Ça s'approfondit là. Le Français commence à fatiguer. Diriger un cheval, ça n'a l'air de rien, mais c'est très physique. D'autant plus qu'il est crispé sur sa bête. Allez Patrick. Ouais, là je commence à avoir marre, oui. Ok. Ouais, quoi? Tu t'en sors les pieds dans l'eau? Ouais. Hein? Je commence à en avoir les jambes là qui fatiguent. Ils sont partis depuis près de 3 heures. Et maintenant, notre homme n'est pas loin de craquer. Il est à bout de force. Là, je commence à... J'ai les jambes qui tremblent, les bras qui tremblent, j'en peux plus là. Ah ouais, j'en ai plein les bretouilles là. Ah ouais. Le soleil, là, je commence à en avoir marre du soleil. J'ai mal aux fesses. Ça, c'est vrai que je peux pas le cacher là. Et dire que chez moi, ils croient que je m'amuse. J'ai faim, j'ai soif. Quand c'est qu'on mange? Ça me tarde qu'on arrive. Ouais, je suis fatigué, oui. J'ai mal aux fesses là, c'est plus le cinéma là. Non, mais sinon ça va, oui. La journée se termine. Les vaqueros parquent les vaches dans l'enclos d'un voisin et un tout-terrain les ramène à la ferme après un long détour par les champs. Après 10 jours au Brésil, Patrick trouve enfin le temps, grâce à la balise satellite, d'appeler ses parents et Nathalie, sa fiancée. L'homme est épuisé, il est à fleur de peau. Oui? T'as pas changé, dis donc. Bon, est-ce que je vous manque? Oh oui. Oui. Ça gaze. T'es content de faire ce voyage? Ouais, je suis content parce que je vois vraiment c'est totalement différent quoi. J'ai un dépaysement total. Sinon assez fatigant quoi. Je dors très peu. J'ai des nuits qui vont de 30 minutes à 3 ou 4 heures, pas plus. Il y a la chaleur et avec ça, des fois je passe plusieurs jours sans me doucher bien sûr puisque les conditions d'hébergement ne sont pas toujours très bonnes. Par contre, les gens sont super accueillants. Ils m'accueillent les bras ouverts et vraiment il y a des moments pleins d'émotions quoi. Non, t'as envie de rentrer quand même ou tu veux rester là-bas? J'ai pas envie de rester ici non parce que la vie est bien plus dure et il y a des dangers au quotidien. J'ai envie de revenir quoi. Mais c'est surtout vous qui me manquez quoi. Surtout vous et papa et maman et encore plus Nathalie quoi. J'ai dépensé pour toi constamment quoi. Et pleure pas quand même hein. On se retrouve bientôt, t'inquiète pas. Ouais. Bon mais je vais vous faire de gros bisous et puis à très vite quoi hein. Bon, merci beaucoup. Bisous Nathalie, je t'aime. Ici, je rentre vraiment dans la vie des gens et ça me fait devenir sensible quoi.
ils me rendent très sensible. Et tous les sentiments sont amplifiés, quoi. Tout ce que je ressens est amplifié ici. Ce n'est pas le moment de craquer. Demain, il doit encore tenir une journée entière de transhumance. Le lendemain matin, le mal un peu honteux de Patrick n'est toujours pas passé. Lève tes fesses, Patrick. Mais Christopher a un remède de cow-boy. Ah, ça fait mal. Ah, c'est frais. Ça te plaît? Es refrescanto. Eh oui, c'est vrai. Ah, muy bien. Avec ça, je suis paré pour 20 km. Un moment de rigolade vite abrégé. Un peu plus loin, les vaqueros font face à une urgence. Elle est partie par là. Regarde. Une vache a échappé à leur vigilance. Elle a franchi une clôture et se trouve hors de portée du lasso. Impossible d'aller la chercher à cheval. Un vaquero se lance à sa poursuite. Je sais pas trop comment ils vont s'y prendre. Hein. Parce qu'en plus, ils vont là-dedans, ils sont pas très protégés. La fuyarde leur donne du fil à retordre. Ah, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Elle est partie, tout là-bas. Le troupeau vaut près de 170 000 €. Christovan aimerait ne pas en perdre une de plus. Bon, ce n'est pas une grosse somme, une vache comme celle-là. Mais c'est quand même 270 €. C'est de l'argent. Et on ne peut pas se permettre d'en perdre. L'argent, ça ne se perd pas. Christovan sourit. Sa vache s'est enfuie sur le terrain d'un voisin. Il la retrouvera dans quelques jours. Le vieil homme pousse la cadence. Il reste un ultime obstacle à franchir avant la nuit. Cette rivière de 30 mètres de large. Nous allons faire traverser le bétail. Ma ferme est de l'autre côté de cette rivière. Juste... Si. Donc les bêtes doivent passer dans l'eau. Elles vont devoir nager. Faire traverser 600 zébus n'est pas chose facile. La bête n'aime pas l'eau. Pour y arriver, les vaqueros ont une technique. Ils décèlent leurs chevaux et les envoient à l'eau avec un petit groupe de vaches. À leur vue, emportés par l'esprit de troupeau, les 600 bêtes se jettent à l'eau. C'est super impressionnant. C'est impressionnant ces bêtes qui traversent comme ça à la nage. Les bovins savent nager par instinct. À bord de cette barque, Evaristo veille à ne pas en perdre un seul. Mais alors que l'essentiel du troupeau a atteint l'autre rive, une vache fait des siennes. Patrick est trop mal en point pour se jeter à l'eau. Il laisse faire les vaqueros. Ils vont devoir s'y mettre à 3 pour maîtriser la bête à main nue. L'éleveur n'en revient pas. C'est super dangereux, il peut se faire choper là. À chaque instant, l'animal de 300 kilos peut leur donner un coup de patte. Il faut la mettre le long de la barque. C'est super dangereux en fait. Ah, ils vont l'accompagner comme ça. Oh là là. C'est la folie, hein. C'est la folie. Et ils sont courageux, hein. Tiens, Oui, il faut beaucoup de courage. Il faudra qu'Evaristo continue de tenir la bête tout du long jusqu'à l'autre bord. Putain, je suis mort quoi. Oh. Les vaqueros montent tous à cheval depuis leur plus jeune âge. L'endurance est naturelle chez eux. Dès le départ, il leur semblait inconcevable qu'un novice comme Patrick puisse les suivre pendant 2 jours sur 60 km. Le Béarnais a gagné leur respect. Je ne pensais pas que tu allais réussir. Moi, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. Parce que c'est très difficile ce que tu as fait. Très difficile. Tu as été courageux. J'ai vraiment apprécié. J'ai vu que tu as donné le maximum. J'ai vu que tu as été au bout de tes forces. Tu as été courageux.
C'est difficile pour moi aussi, tu sais. Ah bon. Ça me saoule. Eh oui, pour moi aussi, bien sûr. Muito obrigado. Ce jour-là, Cristóvão ne va pas pousser Patrick à jouer au héros. La tâche qui les attend est réservée aux vaqueros les plus aguerris. Sur la ferme, c'est l'activité la plus dangereuse qui existe. C'est très dangereux. L'animal peut blesser et même tuer quelqu'un. Il faut beaucoup d'expérience pour faire ça. Cette opération à haut risque, c'est une castration. Le seul moyen de faire prendre rapidement du poids à un mâle. Mais elle ne va pas se dérouler comme prévu. Le taureau n'a pas l'air décidé à perdre si facilement ses attributs. La bête charge. Attention. Il a envie de charger. La corde n'est pas assez près. Les cavaliers sont forcés de battre en retraite. C'est la panique chez les vachers. Comment il charge? Elle charge terrible cette bête. Oh putain, il a pété la corde. Sortez de là. Écartez-vous de la barrière. Personne n'est en sécurité, même de l'autre côté du corral. Le taureau peut sauter par-dessus et nous blesser. C'est très dangereux, là. Après de longues minutes de tension, les vaqueros reprennent le dessus. Oh, les cons. Ah ouais. Cette fois-ci, 2 lassos maintiennent le taureau. Bon, ils l'ont chopé. 3 hommes ne sont pas de trop pour tenter de l'immobiliser. Ses pattes arrière peuvent encore faire des dégâts. Il y a un petit risque là quand même, ils n'ont pas peur. Hein. Sans anesthésie, la chirurgie se fait au couteau et à même le sol. Voilà, tu vois comment on fait? Là, on est sûr de ne pas le rater comme ça. Hein. Car il retire les testicules en entier. On passe semblant. Hein. Voilà. En France, cette technique est interdite. Ce sont les vétérinaires qui s'en chargent en anesthésiant la bête. Ah ça c'est un peu barbare leur méthode là. Parce que nous en France on a une pince qui écrase le canal et normalement ça fait le même boulot. Et là il y a un risque d'infection quoi. Surtout avec les mouches qu'il y a ici, il fait très chaud. Mais ici les vaqueros vont au plus efficace. Un peu d'antiseptique associé à un produit cicatrisant. Et le taureau, maintenant devenu bœuf, est déjà sur pied. Sa plaie sera cicatrisée dans 1 semaine. Lors des grandes campagnes de castration, les cow-boys peuvent renouveler l'opération près de 150 fois par jour. C'était la dernière journée du Français au Brésil. Au contact de ces cow-boys, Patrick, l'éleveur moderne, s'est rendu compte que la technologie l'avait éloigné du cœur de son métier. Avec le temps, il était devenu plus chef d'entreprise que fermier. Ils m'ont réappris, je dirais, les valeurs du travail, un rapport avec l'animal, un rapport avec la nature, chose que j'ai un peu perdue chez moi, quoi. Où tout est artificialisé, je dirais, derrière un ordinateur, sur un tracteur. Et j'ai retrouvé ce goût que j'avais quand j'étais gamin ou au moment où je n'étais pas encore trop impliqué dans les affaires, quoi. Merci. Radio. Bon voyage. Que Dieu t'accompagne. Merci beaucoup. Ouais. Et à très bientôt. Allez. Merci, mec. Après ce retour aux sources, Patrick s'est juré une chose. Il reviendra un jour au Brésil avec sa fiancée Nathalie pour lui présenter ses nouveaux amis du bout du monde.